Bonjour à tous. Souvent quand on parle de théâtre, il y a deux types de spectacles qui vous viennent à l'idée. C'est soit une comédie, soit une tragédie. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, les spectacles qui sont ni l'un ni l'autre sont légion. On les appelle par de nombreux noms, drame, tragicomédie, mélodrame, et cette frontière est évidemment très effacée. Et même si parfois on aime associer les auteurs à des registres, comme la comédie pour Molière et la tragédie pour Racine, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas écrit que des pièces tragiques ou comiques. Et là vous me demanderez où est-ce que je veux en venir, hein? Eh ben vous avez raison, car moi non plus je ne sais pas. Mais attendez un peu, et Shakespeare dans tout ça, alors selon vous il est plus un auteur de comédie, de tragédie? Difficile à dire. Mais de toute évidence, il écrivait de tout, et c'est pour cela que nous allons voir la pièce qui regroupe tous les registres et qui est souvent considérée comme sa toute dernière œuvre. J'ai nommé La Tempête. L'histoire débute comme toute bonne histoire par un bateau pris dans une tempête. Mais personne ne meurt. Bon, c'est la panique à bord car le fun et la vitesse n'étaient pas prévus. Bon, certains sautent dans l'eau, mais les véritables matelots restent sur le bateau. Pas de bol, ils auraient pu avoir une place dans mon épisode. Bon, nous voici sur l'île avec Prospero, un grand mage avec de super pouvoirs. Ouais, non, j'ai dit un grand mage, pas une victime du Seigneur des Anneaux. Où il est avec sa fille, Miranda, qui lui reproche d'avoir provoqué la tempête sur le bateau. Ah mais c'était lui! Mais bon, il la recadre et explique toute l'histoire. Prospero, c'était le duc de Milan. Mais par un habile coup d'état de son frère, Antonio, 12 ans auparavant, il a été destitué et abandonné sur une barque avec sa fille qui n'avait que 3 ans. Sympa le frérot, hein. Mais bon, grâce à la bienveillance de Gonzalo qui leur a donné de la bouffe et des habits, ils sont parvenus à rejoindre cette île qui était habitée par une sorcière, Sycorax. Donc pour fêter son arrivée sur l'île, Prospero va la buter. Youpi! Puis finalement il va soumettre à son autorité Caliban qui est le fils de Sycorax, véritable petit monstre, esprit négatif de la terre, et il va sauver, et soumettre aussi, il n'y a pas de raison, Ariel qui est l'esprit positif de l'air. Le gars il arrive seul sur une île, bute la chef et soumet son peuple dans le plus grand des calmes. Après avoir longuement écouté le récit, Miranda se fait endormir par Prospero qui doit parler à Ariel. Vous savez, l'esprit de l'air. Alors Ariel a très bien fait son job. C'est lui qui, sur ordre de Prospero, a provoqué la tempête. Mais il avait pour ordre de ne blesser aucun homme sur les bateaux et de séparer les fuyards en 3 groupes. Le premier groupe est composé du roi de Naples, Alonso, son frère Sébastien, Antonio, le méchant frère de Prospero, et Gonzalo. Et qu'est-ce que tu fous là? Ok, bon. Le deuxième groupe est composé uniquement de Ferdinand, le fils du roi de Naples, et puis le troisième groupe est constitué de 2 alcoolos, Stefano et Trinculo. Putain, mais j'ai vraiment l'impression de commander une pizza, moi. Bon, sans vous faire tous les actes, la pièce va alterner entre ces 3 groupes, et pour faire simple, je vais les raconter séparément. Mais dans la pièce, qu'on soit d'accord, il y a 5 actes, et dans chaque acte, nous voyons un morceau de l'histoire de chaque groupe. Pas tout d'un coup. Donc, pour les 3 groupes, ça fait groupe 1, groupe 2, groupe 3, acte 2, suite du groupe 1, suite du groupe 2, suite du groupe 3, acte 3, et ainsi de suite. À chaque fois, ces groupes vont se faire manipuler par Prospero, qui est omniscient et donc qui voit tout, par l'intermédiaire de Ariel, en leur donnant des hallucinations auditives et visuelles. Ouais, donc en fait, Prospero, c'est pas un mage chez moi, c'est un dealer et Ariel, c'est le nom qu'il donne à ses champis. J'aurai de la bonne vie. Bon, pour le premier groupe, nous verrons donc l'histoire des 2 poivreaux, Stefano et Trinculo. Ouais, Trinculo, je sais pas comment on dit. Bon, ils rencontrent par hasard le très moche Caliban, et après que celui-ci ait bu un peu de vin, et étant devenu aussi torché qu'eux, celui-ci prend pour un dieu Stefano, en pensant que ce breuvage ne peut être que de la conception divine. Ah, l'alcool. Du coup, il incite Stefano et Trinculo à essayer de renverser la tyrannie de Prospero, et échoue lamentablement en fuyant face aux hallucinations d'Ariel. Le deuxième groupe, composé de la Dream Team du corps politique, présente un roi Alonso en pleine dépression car pensant son fils mort.
Et puis son frère, Sébastien, avec l'usurpateur du duché de Milan et frère de Prospero, Antonio. Oui, je me répète, mais il y a tellement de personnages sur cette pizza qu'on s'y perd. Donc, fidèle à sa réputation, Antonio incite Sébastien à tuer son frère lorsqu'il sera endormi pour récupérer son trône. Parce que c'est notre projet! Sauf que, évidemment, Ariel est toujours par là et va sauver le roi. Bim! Et pour le dernier groupe, où nous voyons Ferdinand seul, mais pas pour longtemps, puisque étant le fils du roi de Naples, Prospero projette de marier sa fille Miranda à lui. Et du coup, d'essayer de les pousser à s'aimer mutuellement. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde! Et ça va très rapidement se faire, puisqu'ils vont tomber amoureux quasiment dès le premier acte. Mais Prospero veut s'assurer de la fidélité de Ferdinand. Et puisque l'esclave Caliban est occupé ailleurs à picoler, c'est le petit Ferdinand qui va se charger de transporter le bois. Et faire toutes les autres tâches ingrates réservées aux esclaves. Puis grâce au bon champi d'Ariel, tout le monde se retrouve au même endroit. Prospero pardonne à son frère, Ferdinand et Miranda vont tisser des liens entre Naples et Milan, Caliban décuve et se rend compte qu'il a été berné et maudit les autres poivreaux, Prospero dit au revoir à la magie, libère Caliban et Ariel, se barrent tous en Italie, ils se font enfin la bonne grosse pizza et partent au général. Non, je déconne. Alors j'imagine que vous voulez des petites anecdotes, hein, coquinou. Bon, on va passer les théories disant que cette pièce représente la colonisation, que Caliban représente le mauvais colonisé qui se fait éduquer par le bon colon, Prospero, et que de nombreux moments dans la pièce font référence à la colonisation puisqu'on estime qu'elle a été écrite en 1610. Non, nous allons voir une théorie qui relie la pièce à Shakespeare himself. Alors pour commencer, c'est considéré comme la dernière pièce de Shakespeare, donc il l'a écrite en fin de vie. Bah oui, Shakespeare meurt en 1616, bien célèbre de son temps. Alors dans cette œuvre, Shakespeare s'automettrait en scène. Et devinez qui est Shakespeare dans la pièce? Miranda! Exactement, Shakespeare est une femme. Allez, salut! Non, en fait, il est Prospero. Et ils ont de nombreux points communs. En fin de vie, avec une grande carrière et n'ayant plus besoin de rien prouver de leur art. Mais aussi et surtout, Prospero manipule tous les personnages de la pièce à sa guise avec une grande facilité. C'est lui qui crée et qui défait les intrigues, un peu comme Shakespeare lorsqu'il écrit des histoires avec ses personnages. Il en fait ce qu'il veut. En partant du principe que Prospero est en fait Shakespeare, retournons à ce que nous disions au tout début de l'épisode, c'est-à-dire des multitudes de pièces avec des registres différents, tragédie, comédie, et même pour le cas de cette pièce, une romance tardive. Eh bien Shakespeare fait un point sur sa vie et crée une pièce avec toutes ses œuvres. Il nous montre comment en tant qu'écrivain, il a le pouvoir absolu sur ses œuvres et nous les présente. Or dans la pièce, nous avons 3 groupes, donc 3 pièces différentes que Shakespeare et donc Prospero sont en train de créer devant nous. L'intrigue politique, avec des rois, des complots et tout le bazar, est incarnée par le groupe d'Antonio, Alonso et Sébastien. La comédie, si indispensable pour certains publics populaires, sont incarnés par Caliban et Stefano, les poivreaux de bas étage quoi. Et la belle romance, l'histoire d'amour incarnée par Miranda et Ferdinand. Ariel serait donc la jonction entre l'art de l'auteur ou du mage, les mots, et la réalité, c'est-à-dire la mise en scène. Bon, je rappelle tout de même qu'il n'existait pas de metteur en scène à l'époque, mais l'idée est là. Donc nous avons donc une pièce de Shakespeare qui nous montrerait Shakespeare dans son milieu naturel, en plein travail. Une belle rétrospective sur son incroyable carrière. Merci à tous de m'avoir écouté. Dorénavant, vous connaissez cette dernière pièce de Shakespeare et son histoire, ou plutôt ses différentes intrigues, mais surtout son sous-texte. Car même si nous le savons pertinemment, il est toujours intéressant de comprendre comment et pourquoi a été écrite une œuvre pour en comprendre son sous-texte. Et c'est surtout vrai pour les comédiens et metteurs en scène, pour savoir comment interpréter le rôle et le comprendre. Bon, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait, mais je vais commencer à le faire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, et surtout l'idée générale, n'hésitez pas à la partager. Oui, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude.